Les progrès dans les techniques de cartographie fonctionnelle cérébrale, à savoir tels qu'on a pu le voir dans d'autres exposés, chirurgie éveillée, chez des patients qui sont porteurs de tumeurs cérébrales et chez qui on teste les réseaux à la fois en surface et en profondeur, mais aussi neuroimagerie fonctionnelle non invasive, nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du système nerveux central chez l'homme et en particulier des fonctions motrices, visuelles, du langage, voire même cognitives. Toutefois, il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur tout ce qui correspond à l'émotion, l'empathie, l'affect. Le but va être ici, dans cet exposé, de mieux comprendre les bases neurales, ce qu'on appelle la connectomique, la connectivité qui sous-tend ces fonctions comportementales. Les neuroscientifiques, dont font partie les neurochirurgiens, ont mieux compris le fonctionnement du système nerveux central chez l'homme, essentiellement dans ces 2 dernières décennies, à savoir un fonctionnement en réseau qui n'a rien à voir avec une zone précise qui correspond à une fonction. Ceci a fait l'objet d'un exposé précédent sur la neuroplasticité cérébrale et également ce qu'on appelle la connectomique, à savoir un véritable arbre qui est constitué de plusieurs branchages qui nous permet ainsi de réorganiser presque à volonté notre système nerveux central avec toutefois un certain nombre de limitations bien compréhensibles, notamment au fur et à mesure du vieillissement. Nous avons de fait réellement réussi à comprendre comment fonctionnent les réseaux qui interviennent dans le mouvement, non seulement la mise en route mais également l'arrêt du mouvement, la coordination bimanuelle, le langage dans les aspects phonologiques, production, dans les aspects compréhension, la vision, également la perception de l'espace, également ce qu'on appelle les fonctions exécutives, la capacité de prendre des décisions, de maintenir en mémoire ce que je suis en train de dire à l'instant T de façon à décider ensuite de le cristalliser dans sa propre mémoire ou de l'oublier puisque cela ne présente aucun intérêt pour celui qui regardera la vidéo, ou bien au contraire de faire des liens avec d'autres domaines totalement indépendants des neurosciences pour en arriver à la notion de créativité. Mais dans tout ceci, ce qu'on a encore très mal compris, c'est l'émotion, l'affect, la théorie de l'esprit qui débouche sur ce qu'on appelle la cognition sociale et donc le comportement. Comment arriver à interagir les uns avec les autres, ce qui déjà est difficile chez l'animal, mais encore plus à l'échelon de l'homme, puisque ceci débouche sur les aspects économiques, politiques, administratifs, relationnels. Grâce à la chirurgie en conditions éveillées, chez des patients porteurs de tumeurs cérébrales, nous avons eu la chance extraordinaire que de pouvoir tester les patients avant, pendant et après en ce qui concerne la mentalisation. En d'autres termes, la théorie de l'esprit, à savoir la possibilité de se mettre à la place d'autrui et d'abord de comprendre, de percevoir les émotions d'autrui. Et dans un deuxième temps, d'arriver à en inférer ses intentions, ce qui est évidemment absolument crucial pour pouvoir interagir, communiquer à l'échelon sociétal. Nous nous sommes aperçus qu'au bloc opératoire, en demandant à des patients de regarder des images qui exprimaient des émotions, la joie, la colère, le dégoût, etc., en utilisant des stimulations électriques qui perturbent transitoirement des réseaux spécifiquement impliqués dans une tâche donnée, en l'occurrence la tâche de mentalisation, nous étions capables de bloquer le patient qui soit disait « je n'arrive plus à comprendre l'émotion qui est exprimée face à moi », soit à l'inverse disait « c'est la joie pour la colère », des extrêmes. Et n'en avait pas forcément conscience, à savoir que l'on est capable également au bloc opératoire de tester la capacité de s'auto-évaluer, ce qu'on appelle la conscience autonoétique, la métacognition. Beaucoup plus simplement dit, vous dites au patient, après avoir donné la réponse, évaluez-vous sur une échelle de 0 à 6, est-ce que vous estimez que votre réponse était correcte, oui ou non? Et si le patient ne sait pas, il a tout à fait le droit de dire 0. Mais si le patient pense savoir, alors qu'il vient de dire la joie pour la colère et qu'il dit 6, ça veut dire qu'il estime qu'il a eu totalement raison, ça veut dire qu'on perturbe ses capacités d'auto-jugement. En utilisant ces méthodologies, sans trop rentrer dans les détails faute de temps, il y a 2 réseaux majeurs qui interviennent. L'un qui intervient
dans la mentalisation de bas niveau. Je regarde quelqu'un qui me parle, je perçois ses émotions de façon consciente ou inconsciente. Après, c'est à soi de décider si on veut monter un deuxième niveau qui est j'essaie de lui attribuer des intentions. Ce réseau n'est plus le même. Évidemment, tout ceci est le même réseau, mais fait de différents sous-réseaux, d'où la notion de connectomique, à savoir la connectivité entre de nombreuses régions corticales de substances grises du cerveau qui sont capables de s'auto-connecter à un instant T, en d'autres termes de fonctionner en synchronie, de s'auto-activer pour créer la fonction, et en l'occurrence de mentalisation de bas ou de haut niveau. Ce qui devient passionnant, c'est que si on imagine maintenant bien au-delà de la neurochirurgie, que pour une raison donnée, un patient ait perdu la mentalisation de bas niveau, il n'est plus capable de percevoir les émotions d'autrui, mais continue à avoir une intelligence, entre guillemets, parfaite. Fonction exécutive, cognition, capable de prendre des décisions, capable d'interpréter, et notamment capable, sur un plan de mentalisation, d'inférer les intentions d'autrui, puisque je viens de dire que les deux réseaux fonctionnaient ensemble, mais étaient séparés. Ceci nous donne les bases de l'autisme. Ce qui veut dire qu'on commence à pouvoir, bien au-delà encore une fois de la neurochirurgie, expliquer les troubles comportementaux à l'échelon des relations humaines, non seulement en neurologie, mais aussi en neuropsychiatrie. Ce qui veut donc dire que tout ceci va être très important pour revisiter la neuropsychiatrie dans les années futures, et non pas simplement de la faire vivre sur ce qu'on connaît déjà très bien, à savoir les bases plutôt psycho-affectives et l'impulsion de Freud, mais en arriver à une modélisation de sous-réseaux qui travaillent les uns avec les autres et qui sous-tendent des fonctions beaucoup plus complexes que le simple mouvement. Tout ceci mis ensemble, il est évident que nous ne pouvons pas dissocier. En d'autres termes, lorsque vous vivez une scène bien spécifique avec des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, vous allez faire appel, à votre mémoire, est-ce que j'ai déjà vécu cette scène? Deuxièmement, évidemment, dans votre mémoire, à vos émotions. Est-ce que si je l'ai déjà vécu, cela a débouché sur un renforcement plutôt positif ou pas? Troisièmement, si je n'ai pas vécu cette scène, à de la cognition, en termes notamment d'anticipation, surtout sur un plan social. Qu'est-ce qui va se passer si je donne telle ou telle réponse à mon patron, par exemple, ou à un collègue, alors qu'il peut y avoir des conséquences non seulement en neurochirurgie pour un patient, mais pour vous-même s'il s'agit d'un entretien d'embauche. Quatrièmement, avoir la gestuelle adaptée qui fait que l'intonation, la prosodie et le comportement que je peux avoir lorsque je suis en train de parler vient en plus du simple langage qui pourrait être enregistré de façon totalement monocorde et qui ne nous permettrait pas d'entendre si je suis motivé, passionné ou totalement désintéressé pendant que je suis en train de parler d'interaction entre les réseaux de la mentalisation qu'on commence à peine à découvrir avec les réseaux du langage, des fonctions exécutives, de la cognition, pour, in fine, en arriver à la notion de créativité. En d'autres termes, avoir de nouvelles idées, totalement à l'encontre des dogmes, mais pour autant de façon très utile, du moins en ce qui concerne la chirurgie dans ma partie, mais également qui peuvent déboucher sur la notion de futilité, ce qui est le principe même de l'art. En conclusion, on en arrive à une vision interactive de très nombreux réseaux qui sont interconnectés dans le sens où il n'est plus possible de dissocier le réseau de la motricité, du langage, des fonctions exécutives, de la cognition, du comportement, de l'affect, de la mémoire, pour en arriver à, in fine, comment est-ce que je me comporte, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ce que je souhaiterais encore faire dans les années futures, est-ce que je peux arriver à l'anticiper et évidemment à le rendre plausible dans la société qui nous entoure à l'heure actuelle. On en arrive donc à des bases que l'on pourrait qualifier de neuropolitiques.